Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, soucieux comme toujours de rendre accessible la philosophie à un large public. Vous évoquez aujourd'hui un philosophe méconnu en faisant circuler dans un livre l'idée qu'il ne doit pas y avoir de sens interdit quand on parle de celui de la vie. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour Jacques Plessis. Alors c'est vrai qu'on va vous accueillir aujourd'hui pour un livre sur Jung, un philosophe méconnu, et vous avez une fois de plus écrit quelque chose pour que tout le monde comprenne. Ça s'appelle Un voyage vers soi chez Albin Michel, mais on va revenir sur des dates précises de votre vie ou de celle de votre famille à travers des dates. D'accord ? Alors, la première date, 8 juin 1974, voici celui qui rentre au gouvernement. Un décret qui rend obligatoire l'accessibilité de tous les bâtiments publics votre et ouverts au René public. Lenoir, et ce jour-là entre au gouvernement. Tout à fait, effectivement, il était secrétaire d'État à l'action sociale. Il Oui. avait écrit un livre qui s'appelle Les Exclus, un Français sur 10, dans lequel il disait qu'il faut absolument créer des accès pour les handicapés partout dans les lieux publics, s'occuper des personnes âgées. Enfin, et donc, quand Giscard a été élu président de la République, il lui a dit rentre au gouvernement pour faire passer toutes ces mesures pour ces Français dont on ne tient pas compte, qui ont des handicaps, les personnes âgées, etc. Il est resté 4 ans au gouvernement. Voilà. Il était, je crois, directeur de l'action sociale au ministère de la Santé, et que ce livre avait été un vrai succès. Et comme beaucoup aujourd'hui d'hommes politiques, il n'avait pas été un élu avant d'entrer au gouvernement. Oui, mais par contre, 4 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing lui a dit maintenant, il faut vous présenter parce qu'on aimerait que tous les ministres se présentent. Et mon père, qui n'est pas politique du tout, a été battu à quelques voix près, je crois, dans l'Oise. On l'a parachuté quelque part. Et du coup, il a tout quitté, le gouvernement et la politique. Il a eu bien raison. Alors, vous dites de votre père souvent que c'était un homme avec qui on pouvait parler. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont connu aussi, c'est quelqu'un qui écoutait et qui répondait. Disons que c'est quelqu'un qui était passionné par les idées. Il avait une passion pour la philosophie. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir à l'âge de 13-14 ans la philosophie en me mettant le banquet de Platon entre les mains. Et j'ai pu comme ça découvrir la philosophie grecque. Ça a été un virus qui ne m'a jamais quitté. J'ai une passion pour la philosophie que j'ai héritée grâce à mon père. Oui, c'était un homme de dialogue, c'était un homme qui s'intéressait à tous les grands problèmes du monde, qui a été assez visionnaire d'ailleurs, puisqu'il était déjà dans le Club de Rome en 1975, qui a annoncé tous les problèmes écologiques, qu'il fallait absolument réduire la croissance, etc. Donc je crois qu'il était très visionnaire sur le plan effectivement économique, politique, dans plein de domaines. Et il a disparu il y a quelques années, il est mort en 2017. Voilà, il était visionnaire mais aussi très autoritaire, et vous l'avez subi. Absolument. Frédéric Alors, Lenoir. au niveau de ses affects, c'était un grand esprit, mais c'était quelqu'un qui était très autoritaire, assez tyrannique. C'est le pater familias. Il fallait faire comme il pensait. Et donc, on pouvait très difficilement s'opposer à lui. Et puis, après... Je pense que quelqu'un j'avais un lien particulier avec lui parce que j'étais très intellectuel, donc il s'est un peu projeté dans moi, et donc il voulait que je sois un peu son fils qui continue son œuvre, etc. Donc c'était assez difficile à gérer pendant une partie de ma vie, puis après je m'en suis émancipé. Oui, je crois que vous avez connu, Frédéric Lenoir, le Martinet. Ah, j'ai connu tout. La cave. J'ai connu la cave noire. La cave noire, pourquoi ? Ouais, la ceinture, le martinet et tout. Parce que c'est une époque, si vous voulez, c'est une époque d'une génération où pour les parents, pour la plupart des parents, c'était normal de battre ses enfants s'ils obéissaient pas. Donc comme moi j'étais un petit peu turbulent, que j'aimais pas l'école, etc. C'est vrai que je me suis pris pas mal de bonnes raclées. Aujourd'hui on ferait plus ça. Enfin je pense que c'est même condamné. Enfin donc, mais c'est une époque où il y avait une grande dureté dans l'éducation, et en même temps on avait des parents très libéraux, c'est-à-dire que durs, exigeants, mais faites ce que vous voulez comme choix de carrière, par exemple. Donc, on m'a pas du tout forcé à faire quelque chose. Mes parents nous ont aidés à faire les études qu'on voulait. On nous permet, par exemple, on nous faisait faire de la musique, etc. Donc, je dirais qu'il y avait vraiment un intérêt pour l'éducation, mais d'une manière très autoritaire. Et vous êtes né, je crois, Frédéric Lenoir, à Tananarive, mais vous n'en avez aucun souvenir. Et non, on a quitté, j'avais 18 mois. Oui, ça va. Donc, c'est dur d'avoir des souvenirs avant 4 ans. Alors après, je ne sais pas si ça m'a marqué inconsciemment ou pas. Jung pourrait nous le dire, parce qu'il y a des traces de l'inconscient. Mais consciemment, non. Mes premiers souvenirs d'enfance remontent à Dourdan, un petit village de l'Essonne. Où habitait Michel Audiard. Eh oui, tout à fait, où habitait Michel Audiard. Et effectivement, c'est un très joli petit village entouré de forêts. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire le lien avec la nature a été pour moi un élément déterminant depuis mon enfance. Et d'autant plus quand il y avait des problèmes familiaux. Parce que
par ailleurs, mes parents ne s'entendaient pas bien. Et du coup, j'allais dans la nature, dans le jardin, avec les animaux, les arbres. Il y avait une petite rivière au fond du jardin et ça m'a fait beaucoup de bien. Oui, et il y avait tous les gens de la politique et les gens connus qui venaient à la maison. Et ça vous a dégoûté de la politique. Et ça vous a vacciné, Frédéric Lenoir, contre la notoriété. Non, mais alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que mon père faisait partie d'un mouvement, je dirais, qu'il avait créé, qui s'appelait le Carrefour social-démocrate, où il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. L'idée, c'était de refaire une recomposition politique autour d'idées progressistes et réalistes. Et il faisait partie de ce mouvement. Il y avait aussi bien Lionel Stoléru, que Jacques Delors, que Michel Rocard. Enfin, c'était un mouvement transpolitique, on pourrait dire, un carrefour d'idées. Et donc j'ai vu défiler un tas de gens connus, Bernard Stasi, etc. à l'époque. Et simplement, ça m'a pas du tout dégoûté de la politique, parce que c'était des gens très bien, c'était plutôt des hommes politiques sincères, intègres. Simplement, ça ne m'a pas... disons que la notoriété n'a jamais compté pour moi, parce que je voyais des gens connus enfants. Et donc, pour moi, ça n'était pas magique, si vous voulez. Alors, j'en reviens à Platon que votre père vous a fait découvrir, Frédéric Lenoir. Il faut savoir que le banquet de Platon, il a été écrit aux environs de 380 avant Jésus-Christ. C'est une série de discours portant sur la nature et l'amour. Et d'ailleurs, on dit qu'il aurait été désigné, Platon, comme le plus sage de tous les hommes par la Pythie de Delphes. C'est une légende. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, et c'est ce qu'on raconte aujourd'hui. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est qu'en général, Platon, on l'apprend en classe de première, en terminale, en s'ennuyant. Et vous, ça vous a passionné tout de suite. Alors d'abord, c'est accessible. Le banquet de Platon, c'est un dialogue, comme vous l'avez dit. Donc c'est un livre très vivant où un certain nombre de philosophes, dont Socrate, Aristophane et d'autres, vont discourir sur l'amour. L'amour, c'est un sujet universel et la manière dont c'est écrit est très accessible. Ce qui fait que, je sais plus, j'ai 13-14 ans dans ces eaux-là quand je l'ai lu, en fait, c'était accessible pour un lycéen voilà, qui a un peu de culture générale, parce que à la maison, on parlait quand même de beaucoup de choses, dont de la philosophie, donc j'avais quand même peut-être une chance par mon milieu familial, mais Platon les dialogues socratiques écrits par Platon sont accessibles. Oui, mais pas forcément des lycéens qui ne s'intéressent pas à ce genre de choses. En tout cas, moi, je m'y intéressais. Je m'intéressais pas aux maths, je m'intéressais pas à beaucoup de matières, mais la philo m'a passionné. Et je crois que d'ailleurs que beaucoup d'enfants sont intéressés par la philo. Vous savez, j'ai créé une association qui s'appelle SEV, ça veut dire Savoir-être et Vivre Ensemble, où on forme des enseignants et des animateurs à faire des ateliers de philosophie avec les enfants. Parce que les enfants, ils ont un âge philosophique, ils ont un âge métaphysique même. À 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils vous disent, mais pourquoi on est sur Terre? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que Dieu existe? C'est quoi le bonheur? Etc. Et donc, c'est formidable de cultiver ce questionnement philosophique dès le plus jeune âge. Et moi, c'est ce qui me passionnait, ce qui m'a toujours passionné. Et ce qui vous a passionné aussi, Frédéric Lenoir, c'est la découverte d'Arnaud Desjardins. Alors, je l'ai découvert plus tard. Donc, en fait, il y a eu d'abord la philosophie. Et puis après, il y a eu à peu près en même temps plusieurs auteurs qui m'ont intéressé. Il y a eu le bouddhisme. J'ai découvert les enseignements du Bouddha, qui était une manière, au fond, de vivre la philosophie aujourd'hui, puisque je n'avais pas la chance de rencontrer Sénèque, Socrate, Platon, mais je pouvais rencontrer des lamas tibétains, des moines bouddhistes qui vivaient un travail sur eux-mêmes de transformation, d'observation de soi, de sagesse. Donc les sages que j'ai rencontrés, c'était des bouddhistes. Et puis j'ai rencontré Arnaud Desjardins, qui a fait une œuvre assez extraordinaire de transmission de la sagesse orientale pour les Occidentaux. Donc j'ai lu Les Chemins de la sagesse, qui étaient des ouvrages qui m'ont passionné. Et c'est comme ça que j'ai fait un pont entre Orient et Occident dans ma quête intérieure. Voilà. Et Dalida a lu aussi ses livres. Elle est partie... Elle est tombée amoureuse de lui. Voilà, elle est partie dans un monastère où elle songeait à ne pas revenir. Et puis le moine bouddhiste a écouté les cassettes de ses chansons et lui a dit « Retournez en France, c'est là que est votre avenir ». Et elle est rentrée comme ça. Tout à fait. Alors, il y a eu les études, le bac, mais il y a eu surtout une envie après Sciences Po. Vous avez échoué, je crois, Sciences Po. Juste après le bac, là, c'était l'influence du père. Ouais. C'est-à-dire, il m'a dit, il faudrait que tu fasses Sciences Po. Bon, je l'ai présenté la première fois, j'ai échoué de peu, puis j'ai pas eu envie de refaire. Je me suis dit, je m'inscris en philo, parce que c'est ma passion, donc j'ai laissé tomber Sciences Po assez vite. Vous avez failli faire une école de cinéma. Oui, parce qu'en adolescent, je voulais faire du cinéma, donc je me suis dit, je vais faire une maîtrise de philo, et après je vais partir aux États-Unis à UCLA, où il y a une très grande école de cinéma qu'on fait Spielberg, Lucas, etc. Et en même temps, je serai bilingue. Enfin, j'avais tout un projet de vie comme ça et qui s'est pas fait, mais c'était un peu ma vocation d'adolescent. Et vous vous êtes retrouvé, Frédéric Lenoir, à l'université de Fribourg. Voilà. Donc là, en fait, je commence à faire un peu de philo en France, et puis je m'aperçois que
les grands professeurs à l'époque étaient plutôt à Fribourg. Enfin, en tout cas, un ami qui m'a convaincu de continuer mes études de philo à Fribourg parce qu'il y avait Emmanuel Lévinas, Imbar, etc. C'est-à-dire Des maîtres. Des maîtres, des vrais maîtres, exactement. Et donc, j'étais à Fribourg et c'est là que j'ai fait la connaissance, notamment du père Dominique Philippe, qui était à la fois un grand spécialiste d'Aristote et fondateur d'une communauté religieuse. Oui, qu'il avait fondé sur le conseil de Marthe Robin, dont on parlait beaucoup à l'époque parce qu'elle aurait eu soi-disant des visions. Plus que ça, Marthe Robin, c'est une mystique qui a vécu dans la Drôme, une petite paysanne toute simple et qui, depuis l'âge, je crois, de 16-17 ans, a été paralysée. Et pendant 50 ans, elle a eu des stigmates, comme le Padre Pio, etc. Elle revivait chaque semaine la Passion du Christ. Donc c'était une grande mystique. Et puis beaucoup de gens, comme le Père Finet, comme le Père Philippe, comme Jean Guiton, etc., ont été bouleversés par la rencontre avec Marthe Robin. Et ça a été effectivement une des personnes qui l'a influencé beaucoup pour créer la communauté Saint-Jean. Où vous avez passé quelques temps. J'ai passé 3 ans. Et tout en continuant mes études de philo. C'est-à-dire que pour moi, c'était important de ne pas arrêter mes études, mais en même temps, j'ai vécu cette vie spirituelle. J'avais envie de vivre l'évangile. J'avais découvert les évangiles à l'âge de 19 ans. Ça m'avait totalement bouleversé. Et je me suis dit, je vais essayer de vivre une vie évangélique. Puis je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour la vie religieuse. J'étouffais un peu déjà dans le carcan, je dirais, ecclésial, de manière générale. C'est-à-dire j'avais besoin de plus de liberté. Je pratiquais le yoga, la méditation. Bon, c'était pas là que je pouvais le faire vraiment. Et puis j'ai pris conscience que je passerais pas ma vie dans la chasteté et que j'avais vraiment besoin de mener une vie laïque. Et donc c'est pour ça qu'après 3 ans d'expérience très forte, parce que quand on se lève à 4 heures du matin tous les jours pour aller prier et tout, ça m'a beaucoup marqué, mais j'étais pas fait pour ça. Voilà, vous avez fait d'autres choses, on en parle avec une autre date, le 29 octobre 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir. Jung, un voyage vers soi chez Albin Michel, on en parle tout à l'heure. Et on revient à une date, 29 octobre 1996. Ça ne vous dit sans doute rien, c'est votre première télé, Frédéric Lenoir. À l'occasion d'une visite du Dalai Lama en France, vous êtes interviewé. Et vous dites, là où le pape vous dira il ne faut absolument pas mettre de préservatif, ou il ne faut pas avoir de relations sexuelles, le Dalai Lama vous dira, l'idéal c'est de ne pas faire ça, etc., etc. Vous vous souvenez de cette télé? Non, mais ça doit être en 93. 96. Ah oui, parce qu'il me semblait que c'est à l'occasion du voyage du Dalai Lama en 93 que j'ai fait mes premières télés. Voilà. En tout cas, c'est répertorié à l'INAS en 96, mais on vous voit pendant quelques secondes dans une séquence. C'est possible, je m'en souviens plus très bien. Je sais que j'ai rencontré 12 fois le Dalai Lama, parce que comme j'ai fait une thèse de doctorat sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, du coup, je suis devenu très vite le sociologue qui connaissait le mieux le bouddhisme tel qu'il est découvert, importé, transformé d'ailleurs en Occident. Et du coup, j'ai fait beaucoup de médias pour essayer d'expliquer pourquoi les Occidentaux étaient intéressés par le bouddhisme. Et ça m'a amené effectivement à faire pas mal de médias et rencontrer le Dalai Lama. Voilà, il est quand même très très serein, puisque un jour en Australie, il y a un animateur qui a cru faire une plaisanterie qui est sur Internet. Le Dalai Lama entre dans une pizzeria, faites-moi une avec tout. Ce qui voulait dire on mélange tout. Ça n'a pas du tout fait rire le Dalai Lama et ça a fait rire personne. Oui, parce que c'est un peu idiot. Parce que moi j'aime beaucoup le Dalai Lama. Si vous voulez, c'est une personne qui est très profonde dans sa tradition. C'est-à-dire qui a été très très loin dans la pratique spirituelle du bouddhisme et en même temps qui a une grande ouverture. Et cette ouverture, c'est pas du syncrétisme, c'est simplement que il respecte toutes les cultures du monde, les courants spirituels. Et d'ailleurs, souvent, quand des chrétiens viennent le voir en disant je veux me convertir au bouddhisme, il dit non, restez dans votre religion. Si vous êtes juif, restez juif. Si vous êtes catholique, restez catholique. Découvrez dans vos traditions les racines spirituelles profondes. Et d'ailleurs, ça, c'est en lien très très fort avec le livre que j'ai publié, Jung, parce que Carl Gustav Jung, c'est quelqu'un qui nous dit la même chose. Il a découvert l'Orient dans les années 30, il a étudié le bouddhisme tibétain, le bouddhisme zen, les Upanishads, le taoïsme, etc. Et il nous dit au fond, tous ces grands courants spirituels et de sagesse du monde nous disent les mêmes choses que ce qu'on peut découvrir nous dans nos traditions. Donc ça sert à rien de changer de religion. Il faut simplement redécouvrir les sources spirituelles, l'intériorité qu'on a perdue parfois en Occident au sein de nos propres traditions. Ce qui est de plus en plus courant aujourd'hui finalement. Je ne sais pas si c'est plus courant, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont compris que plutôt que de faire de l'exotisme ou du mimétisme, etc., valait mieux revenir à ses racines. Et d'ailleurs, Jung nous dit on ne peut pas quitter sa culture parce qu'on porte en nous, dans notre inconscient, ce qu'il appelle l'inconscient collectif, des symboles qui sont liés à notre culture. Et quelqu'un qui est né dans une culture qui hérite d'une religion aura beaucoup de mal à changer de religion, ou alors il va rechercher inconsciemment sa propre religion qu'il a reniée dans une autre religion, et
donc, du coup, il dit on va arriver à des drôles de tensions psychiques. Il vaut mieux, encore une fois, lorsqu'on a une tradition, creuser à l'intérieur de cette tradition. Alors, ce qui est étonnant et ce qui prouve votre courage, Frédéric Lenoir, vous avez fait une thèse de doctorat en sociologie sur la rencontre du bouddhisme. Ça a mis 13 ans, avec les félicitations du jury. Oui, mais parce que d'abord c'est un travail énorme. J'ai écrit plus de 1200 pages et c'était une thèse à la fois au carrefour entre l'histoire, la philosophie et la sociologie. C'est-à-dire j'ai raconté toute l'histoire de la rencontre du bouddhisme et de l'Occident du Moyen Âge à nos jours. Donc là, il y a toute une dimension historique. Et puis après, j'ai montré comment les philosophes, notamment du 19e siècle, comme Nietzsche, Schopenhauer, etc., ont découvert, réinterprété le bouddhisme. Et puis comment sociologiquement aujourd'hui, et pourquoi des Occidentaux se convertissent au bouddhisme ou deviennent sympathisants bouddhistes. Donc il y avait toutes ces dimensions pluridisciplinaires, parce que vous savez qu'un de mes maîtres qui faisait partie de mon jury de thèse, c'est Edgar Morin, aujourd'hui centenaire et que j'admire et j'aime profondément. Et Edgar Morin m'a toujours poussé à la pluridisciplinarité en disant on ne peut pas comprendre un phénomène si on ne l'étudie pas sous divers angles, à la fois la philosophie, la psychologie, l'histoire, ce que je fais dans tous mes livres finalement. Et donc effectivement, je me suis passionné et j'ai mis beaucoup de temps aussi parce que je travaillais en même temps, il fallait que je gagne ma vie. Et donc, effectivement, je collaborais à l'Express, notamment, à Psychologie Magazine, j'ai travaillé dans l'édition et je gagnais ma vie tout en faisant ma thèse. Oui, et tout en faisant des études de philosophie à l'école des hautes études en sciences sociales. Il faut tout faire en même temps, c'est pas simple. Oui, ben voilà, j'ai tout mené de front. Et il faut dire que le bouddhisme, à une certaine époque, une génération, le connaissait à travers le prisonnier du Bouddha, un album de Spirou et Fantasio de Franquin, où il y avait pour la première fois des Bouddhas dans la bande dessinée. Alors ça, je ne le connais pas. Ah ben c'est un album des années 60, et où un savant américain est retenu en Asie par les soviétiques et les Chinois. Et en même temps, c'est un message d'espoir sur le réchauffement politique en pleine guerre froide. Alors moi, j'ai plutôt connu Tintin au Tibet. Oui, c'était plus tard. Non, 63. 63, oui. Ah ouais. Et ben effectivement, c'est Tintin au Tibet qui a été le premier choc qui m'a fait découvrir le bouddhisme, effectivement, parce que j'étais tout petit, je l'ai lu, je devais avoir 7-8 ans. Et donc, effectivement, à travers Tintin au Tibet, ça m'a fait rêver. Ces lamas tibétains, ces montagnes enneigées, etc. Et je crois que si je me suis intéressé au bouddhisme tibétain quand j'avais 15-16 ans, c'est parce que j'avais lu Tintin au Tibet. Oui, album écrit par Hergé après une dépression, c'est pour ça que tout est blanc dans l'album. C'est blanc, et puis il y a des valeurs de compassion, c'est très spirituel. Alors, vous allez être aussi, parce qu'il faut toujours apprendre des choses, je crois que c'est votre but, vous allez être, Frédéric Lenoir, chercheur associé au Centre d'études interdisciplinaires du fait religieux. En fait, c'est un laboratoire de l'École des hautes études en sciences sociales fondé par Danielle Hervieux-Léger, qui était ma directrice de thèse. Et donc le but, c'était d'étudier le fait religieux sous tous ses angles. Encore une fois, il y avait des historiens, des sociologues, des philosophes des religions, etc. Et donc j'ai continué pendant quelques temps de travailler dans ce laboratoire de recherche. Et puis finalement, j'ai laissé tomber progressivement parce que j'étais moins intéressé par la recherche. Et j'ai fait de plus en plus de livres qui visaient plutôt à transmettre à un grand public des choses qui m'avaient passionné, que je trouvais importantes. Donc j'ai délaissé la recherche au bout de quelques temps. Et à transmettre de bonnes informations en disant au grand public d'éviter des pièges comme les sectes, par exemple. Disons que j'essaye toujours d'avoir du discernement et d'apprendre les autres aussi à discerner. Parce qu'évidemment, dans tous ces domaines de la spiritualité et tout, il y a à boire et à manger. Vous avez effectivement des traditions profondes, vous avez des sectes, et puis vous avez au sein des religions des dérives. On en sait quelque chose avec l'Église catholique aujourd'hui. Donc, il faut toujours avoir du discernement. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui est un curé, un rabbin ou un gourou, je sais pas quoi, qu'il faut lui faire confiance. Il faut toujours exercer son discernement sur les personnes, son esprit critique, parce que dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités du monde, il y a des gens qui abusent de leur situation, qui ont une espèce d'aura, vous savez, de maître spirituel, etc., pour abuser les gens. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel de toujours exercer un esprit critique. Moi, je me souviens d'une émission de télévision de Philippe Bouvard à laquelle je collaborais. On voit arriver un jour un certain Claude Vorilon, qui était soi-disant attaché de presse chez AZ, et il est devenu Raël. Alors, on l'a pris à la télévision, il disait avoir vu les extraterrestres. Aujourd'hui, il a fait une secte. Et il vit. Mais il y en a plein. C'est étonnant. Et avec le plus grand sérieux. Ce qui m'étonne toujours, c'est que des gens tombent là-dedans, parce que quand on écoute son discours, c'est hallucinant, mais plus c'est gros, plus ça marche. Exactement. Et puis, il y a un lieu qui vous est cher par rapport à un roman. Écoutez. Le Mont Saint-Michel et Sabé, c'est le monument le plus visité de Normandie, avec 2,5 à 3 millions de visiteurs par an.
Et le Mont-Saint-Michel, vous en avez fait un roman, La promesse de l'ange, Frédéric. Alors j'adore le Mont-Saint-Michel, c'est un lieu effectivement magique entre ciel et terre, la nature sublimée par la sculpture de cette cathédrale, etc. Donc j'ai été, enfin cette basilique qui est magnifique, donc j'ai été très ému quand j'ai visité le Mont-Saint-Michel, je l'ai visité de nombreuses fois, puis un jour, en étant dans la crypte Notre-Dame sous terre, qui est le lieu le plus ancien du Mont-Saint-Michel, j'ai eu comme une inspiration, l'idée d'un roman. Je me suis dit, tiens, j'imagine qu'il y a un moine sans tête qui hante le lieu et il y a des crimes sur un chantier archéologique de nos jours et l'explication des crimes est liée à ce qui s'est passé 1000 ans plus tôt, au moment de la fondation du Mont-Saint-Michel. Et donc, j'ai fait un thriller historique où on passe d'un chapitre à l'an 1000 à un chapitre à aujourd'hui et qui se résout effectivement à travers la confrontation entre le présent et le passé. Et ça s'appelle La promesse de l'ange et ça a eu un très gros succès effectivement dans beaucoup de pays parce que tout le monde s'intéresse au Mont-Saint-Michel et au fond le héros de ce roman c'est le Mont-Saint-Michel. Voilà. Et la critique vous a comparé au Dix Petits Nègres d'Agatha Christie et même on a dit que vous faisiez du Umberto Eco en plus fluide, Le nom de la rose. Bah, c'est gentil. Ouais. J'ai coécrit ce roman avec Violette Cabessos qui est une amie écrivain parce qu'il y avait tellement de recherches historiques à faire et tout que j'aurais mis 20 ans à l'écrire, donc à deux on l'a mis 5 ans et on a réussi effectivement à faire ce livre qui a effectivement, d'ailleurs je crois que c'est le seul roman qui vend au Mont-Saint-Michel parce qu'il est très fiable. C'est-à-dire toute la documentation historique est vraie. Après, l'intrigue évidemment est inventée, mais sur une base historique qui permet de connaître toute l'histoire du Mont-Saint-Michel. Et l'histoire continue parce que je crois que le château emblématique du dessin animé Réponse a été imaginé à partir du Mont-Saint-Michel. Et il a également servi d'inspiration pour Minas Tirith, la capitale de Gondor dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne savais pas. Voilà, et comme quoi le Mont-Saint-Michel inspire beaucoup de choses. Et vous, beaucoup de choses vous inspirent. On en parle à travers une autre date, le 8 octobre 2010. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir. Nous parlerons tout à l'heure de Jung, un voyage vers soi chez Albin Michel. Et on revient à une date, le 8 octobre 2010. C'est la première d'une pièce à la Gaîté Montparnasse, Bonté divine. Et là, ça a été un événement parce que vous avez aussi commencé à écrire pour le théâtre. Absolument, j'avais été contacté par le directeur de la Gaîté Montparnasse, Louis-Michel Collat, qui m'avait dit j'aimerais beaucoup écrire avec toi une pièce sur les religions pour à la fois à travers une comédie faire connaître un peu le fait religieux et du coup on a imaginé une pièce de théâtre où il y avait un rabbin, un prêtre, un imam et un bonze bouddhiste qui restaient enfermés dans une pièce pendant tout le week-end et qui du coup se disaient tout ce qu'ils pensaient vraiment les uns des autres. Alors, c'est très drôle, c'est Roland Giraud qui a joué le rôle du prêtre, ça a été un triomphe. On est resté très longtemps à l'affiche à la Gaîté Montparnasse, puis une tournée dans toute la France. Donc c'est un super souvenir, Bonté divine. Oui, et c'était un traité de tolérance et on ne parlait pas encore de tolérance à l'époque. On en parlait, mais disons que effectivement on voulait montrer qu'au-delà de leurs différences, les religions au fond, les hommes habités par une quête spirituelle profonde pouvaient se retrouver. Mais en même temps, dans la pièce, on se moquait aussi ils se moquaient un peu les uns des autres, etc. Donc il y avait pas mal de poils à gratter. Oui, et c'est ça qui est important. C'était une comédie sur la foi et le doute, et une comédie sur un sujet aussi grave, c'est pas évident. C'est très délicat. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait le faire, parce que les choses se sont tellement envenimées au niveau des religions, il y a tellement de tensions, il y a le terrorisme qui s'est développé, que je ne sais pas si on aurait la même liberté de parler comme ça du judaïsme, de l'islam, de leurs défauts, etc. Mais moi, je me souviens de cette pièce qui était devenue un phénomène de société. Les gens revenaient parfois plusieurs soirs de suite. Absolument. Vous l'avez vu à l'époque ? Oui. C'était étonnant. Le public, c'était une messe pratiquement. Je ne sais pas si c'était une messe, mais en tout cas, le public a très très bien accueilli la pièce. Et le sujet avait été abordé dans une des émissions de Bienvenue, même sujet par Guy Béard, qui avait réuni un musulman, un catholique, pour parler de la tolérance et la fraternité. Il avait même créé à l'époque un groupe, les Messies Réunis, je ne sais pas si vous le savez, Frédéric Lenoir, composé de tous ceux qui savent qu'ils ne peuvent se sauver tout seuls, sans en même temps sauver les autres. Un groupe sans réunion, sans fichier, sans statut, sans cotisation. Il y a 1 millier de personnes qui ont participé, mais qui n'ont jamais rien reçu, puisqu'il n'y avait rien. Qui est-ce qui a fondé ça ? Guy Béard. Le chanteur ? Le chanteur. Je ne savais pas du tout. Il était passionné par le sujet. Ah, je ne savais pas. Et puis donc, Roland Giraud est venu dans cette aventure parce que je crois que pour lui, la foi était essentielle. Très importante. Il est protestant, il est croyant, et puis la perte de sa fille dramatique l'a beaucoup fait réfléchir. Et finalement, je crois que ça approfondit sa foi. Et là, vous avez justement beaucoup parlé de foi avec lui. Oui, bien sûr. C'est un sujet qui le passionnait. Il a tout de suite accepté le rôle principal de la pièce et il a porté la pièce. Et c'est un homme très profond, charmant, que j'aime beaucoup.
Donc oui, Roland Giraud, c'est une très belle rencontre. Et à l'origine, Roland Giraud ne devait pas être comédien, il voulait être l'un des membres de ce groupe. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur, je n'ai que des chansons à mettre Les dans compagnons les de la cœurs. chanson. Ah, j'ai pas Adolescent, il était toujours Ouais. en coulisses et il a même failli faire partie des compagnons de la chanson quand l'un d'entre eux est parti. connu ça. Heureusement qu'il n'en a pas fait partie, comme ça il a fait une merveilleuse carrière de Voilà. comédien. Mais il adorait ça, il était à tous les concerts. Et justement, marchand de bonheur, c'est finalement un surnom qui vous irait bien, Frédéric Lenoir. Ah non, parce que je trouve ça très péjoratif en tout Oui. cas. Marchand de bonheur, moi ce que j'essaye, effectivement c'est vrai que la question du bonheur est importante parce que tout être humain se pose cette question et qu'aujourd'hui je trouve qu'en France notamment il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver le bonheur, qui sont, c'est qu'en France on est les champions du monde des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Et donc je me dis mais quel dommage que les gens n'aient pas plus accès plus facilement au bonheur. Donc c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelle Du bonheur, un voyage philosophique, un autre La puissance de la joie, où j'essaye de montrer comment est-ce qu'on peut grandir, progresser dans le bonheur. Ouais. Et vous l'avez écrit il y a quelques années, bien avant qu'on se retrouve aujourd'hui avec, par exemple, des adolescents qui sont régulièrement chez le psy. Absolument, mais oui, j'ai écrit ça il y a une dizaine d'années. Oui. C'est une question qui m'intéresse parce que moi-même, enfant, j'étais pas très heureux. Et donc, j'ai dû faire tout un cheminement, à la fois psychologique et spirituel, pour trouver le bonheur. Et je me dis, ben, tant que je peux faire des livres qui aident les gens à vivre, tant mieux. Et à l'époque, vous aviez trouvé, je crois, Frédéric Lenoir, des découvertes scientifiques permettant d'accéder au bonheur. Alors, je ne sais pas si j'ai fait des découvertes scientifiques. En tout cas, je me suis intéressé, quand j'ai écrit ce livre sur le bonheur, à la fois à ce que les philosophes disent du bonheur, à ce que les psychologues disent du bonheur, mais aussi à ce que les scientifiques disent du bonheur. Et là-dessus, ce que j'ai fait comme découverte importante, c'est que finalement, nous avons une chimie du bonheur à l'intérieur de nous, les neurotransmetteurs, qui nous apportent de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, enfin autant de choses qui nous aident à nous sentir bien. Ça crée du bien-être. Et ce qui m'a intéressé, c'est que toutes les neurosciences ont montré que cette chimie du bonheur, elle était activée lorsqu'on était pleinement présent et attentif à ce qu'on fait. Et c'est ce que nous disent les anciens depuis toujours. Vis dans l'instant. Sois présent à ce que tu fais. Et lorsqu'on est dispersé, qu'on fait plein de choses à la fois comme aujourd'hui, au fond, on ne secrète pas assez de dopamine et de sérotonine. Et c'est pour ça qu'on prend des antidépresseurs. Voilà. Et ce serait peut-être bien qu'il y ait une nouvelle édition de ce livre aujourd'hui. Ça pourrait servir à... Il est en poche et il continue de très très bien marcher. Mais la notion de bonheur a évolué. Je ne sais pas si la notion de bonheur a évolué parce que je dirais que les fondamentaux sont toujours les mêmes. Hein. C'est ce qui nous rend heureux, c'est les liens familiaux, l'amour, la santé, faire une activité qu'on aime. Après, il faut aussi apprendre à se connaître et savoir pourquoi je suis fait. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui, moi, en tant qu'individu, me permet de m'épanouir? Donc ça, c'est quand même un travail que chacun doit faire. Et puis, il y a des gens qui sont trop paresseux pour aller là-dedans. Et puis après, bon, ils sont tout le temps malheureux parce qu'ils ne font pas ce travail d'introspection. Vous parlez des paresseux, mais vous êtes absolument l'inverse. Et vous cultivez le bonheur, Frédéric Lenoir, en travaillant énormément. Ça fait partie de mon tempérament. C'est-à-dire que je suis un actif. J'aime travailler et je me réalise dans le travail. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de joie à écrire un livre. Chaque livre que j'écris, c'est une découverte. C'est-à-dire que quand j'écris sur Jung, par exemple, j'ai lu 50 livres de Jung, alors que j'en avais lu 3 auparavant, et j'ai découvert plein de choses que ensuite je fais partager à mes lecteurs. Chaque livre que je fais, c'est pour moi d'abord. C'est-à-dire j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose qui m'enrichit, et après je le transmets en termes accessibles au public. Voilà, en termes accessibles, ça c'est nouveau parce que peu de gens l'ont fait avant vous, Frédéric Lenoir. Sur ces sujets-là, oui. Par exemple, sur Jung, je ne connais pas de livre accessible, sur Spinoza non plus. Donc c'est des auteurs majeurs que j'avais envie de rendre accessibles. Et puis c'est vrai que ça a été une conversion difficile parce qu'au départ j'étais universitaire, j'ai fait que des livres universitaires qui ne touchaient personne parce que très peu de gens pouvaient les lire. Je me suis dit mais à quoi ça sert? Si on écrit c'est pour transmettre. Et j'ai fait ce travail de traduction de la pensée, c'est-à-dire dire avec des mots simples des choses compliquées sans jamais trahir l'auteur. Et je peux vous dire que c'est plus difficile à faire que d'écrire des livres très jargonnants. C'est-à-dire qu'on écrit le livre au départ et après on dit comment on va expliquer ça au grand public. On l'écrit directement de manière simple, mais ça nécessite intérieurement presque un travail de traduction. Oui, et les traductions, il y en a, je crois, dans plus de 13 pays, et vous êtes aujourd'hui dans les autres 25 pays. 25 pays, oui, une quinzaine de langues dans 25 pays. Voilà, 15 langues. Mais ça veut dire aussi que vous êtes l'un des auteurs qui, aujourd'hui, porte cette parole, l'auteur français le plus dans le monde. Sans doute que je dois faire partie des auteurs les plus traduits, mais après c'est très différent selon les pays. C'est-à-dire que
En fait, il y a des pays où j'étais traduit en chinois, j'étais traduit en langue arabe, dans des langues où il y a peu de traduction. Mais je ne sais pas du tout si les livres ont eu du succès. Par contre, je sais qu'ils ont eu beaucoup de succès dans certains pays. Donc, je sais qu'en Allemagne, en Espagne, en Corée, voilà, il y a des pays où je sais que les livres sont très lus, aux Pays-Bas, etc. Mais ils ne sont pas des succès dans tous ces pays. Oui, et en même temps, quand on reçoit la couverture d'un livre dans une langue qu'on ne connaît pas, c'est assez rigolo. Oui, c'est amusant. J'ai chez moi une bibliothèque entière avec comme ça, je dois avoir pas mal de langues. Et il y a des fois, je sais même pas quand c'est. Vous savez, quand c'est écrit, je sais pas si c'est du japonais, du chinois, du coréen, du birman. Enfin voilà, il y a des langues, je les connais même pas. Alors ça veut dire beaucoup de travail et une grande organisation. Oui. Je crois qu'effectivement, si on est actif, il faut s'organiser. Alors après, moi, j'ai quand même un principe de vie. Je ne suis pas mondain du tout, je sors très peu. Je préfère être tranquille seul ou avec mes proches. Et je suis très peu à Paris. C'est-à-dire, je suis à Paris pour faire la promotion de mes livres, pour rencontrer mes éditeurs, sortir un petit peu. Mais je passe 8 mois par an loin de Paris, dans la nature, de manière assez isolée, ce qui me permet d'avoir une structure de vie très importante où voilà, je peux avoir des temps de méditation tous les jours, de contact avec la nature, de promenade, qui me structure. Je fais du yoga également, tout ça me fait du bien et ça me permet d'allier une activité physique, une bonne hygiène de vie et un travail qui est assez important. Et pour toucher les adolescents, vous avez écrit aussi des séries BD. L'Oracle de la Luna, La prophétie des 2 mondes. C'est quand même étonnant. On ne s'attendait pas à ça de votre part. Disons que je suis scénariste. Oui. Je dessine comme un pied. Mais vous êtes scénariste. Faut quand même... J'ai eu la chance, par exemple, l'Oracle de la Luna, c'est dessiné par Griffo, qui est un très grand dessinateur, très connu. Qui a fait plein de BD comme Giacomo C, etc. Donc j'ai eu la chance, oui, de rencontrer quelques dessinateurs avec qui j'ai pu travailler et puis ça continuera. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La BD est un langage contemporain très important. Et comment c'est venu ça? On vous l'a proposé? Non, parce que j'étais passionné de BD. Et donc, enfant, je lisais, je vous l'ai dit, Tintin, Torgal, 13, etc. Et du coup, Astérix, enfin tous les classiques. Et du coup, quand j'ai eu 25-30 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais faire des scénarios de BD. Et puis j'ai proposé à des éditeurs et c'est venu comme ça. Alors, il y a aussi Le fabuleux destin de George W. Bush, sa vie, son œuvre, ce qu'il laisse au monde. Alors ça, c'est une BD satirique Oui. Que j'ai fait au moment où Bush était président. En faisant effectivement une caricature, j'ai écrit ça vraiment avec beaucoup d'ironie sur ce décalage colossal. C'est un personnage de BD, Oui. colossal entre un discours moraliste, des grandes valeurs et tout, et puis une politique totalement cynique. Et c'est paru aux éditions L'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes a été créé par Gottlieb quand il a quitté Ouais, Pilote tout à et fait. Goscinny. Merveilleux Gottlieb. Il a retrouvé Claire Bretéché et Mandrika qui sont associés. Bon, le journal n'a pas très bien marché, c'est devenu Fugue glaciale, mais ça a marqué toute une époque. Absolument. Et alors moi, c'était l'époque un peu avant moi. Moi, enfant, je lisais Tintin. Comme revue, et puis après effectivement quand j'ai fait après de la bande dessinée, je me suis plus intéressé à ces revues. Et puis vous êtes tellement éclectique, Frédéric Lenoir, que vous avez fait des entretiens aussi bien avec l'Abbé Pierre qu'avec Marie Drucker. Alors c'est pas la même chose du tout, c'est-à-dire que Oui, mais c'est 2 personnes très différentes. Non, mais quand je dis que c'est pas la même chose, c'est que Marie Drucker, c'est elle qui m'a interviewé, Oui. alors que c'est moi qui ai interviewé l'Abbé Pierre. Voilà. Mais en même temps, les livres d'entretien, il y en a beaucoup, et pour vous, c'est aussi une activité importante. Oui, j'ai fait des entretiens avec Umberto Eco, avec Hubert Reeves, avec l'Abbé Pierre. Donc il y a plusieurs personnalités que j'ai interviewées. J'ai fait des livres collectifs d'entretien. J'avais fait un de mes premiers livres, s'appelle Le temps de la responsabilité, je crois en 1990, dans lequel j'avais interviewé un tas de gens comme le professeur Jean Bernard, Jean-Marie Pelt, Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, et j'essayais de montrer la résurgence des préoccupations éthiques dans nos sociétés. Donc j'ai fait pas mal de livres d'entretien, ce qui était une manière aussi d'apprendre, et puis après j'ai fait mes propres ouvrages. Oui, et tout ça, bien sûr, ces entretiens de façon très simple pour le grand public. Toujours. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dès quelques années après avoir quitté l'université. Je me suis dit, mais non, j'ai vraiment envie de transmettre. Voilà, mais justement, quand on est face à l'Abbé Pierre, par exemple, et qu'il y a eu beaucoup de choses écrites sur lui ou d'entretien, il faut trouver quelque chose de nouveau. C'est lui qui m'avait contacté, en fait. Je le connaissais depuis longtemps, parce qu'il m'avait demandé de l'aider à écrire son autobiographie, Mémoire d'un croyant. J'avais travaillé avec lui, je l'aimais beaucoup, je me sentais proche d'Emmaüs, de ses idées. Et puis, à un moment donné, 1 ou 2 ans avant de mourir, il m'a dit, j'ai quelque chose à confesser.
Et je voudrais le dire dans un livre, et du coup, j'ai servi de confesseur. Et c'est là où il a dit pour la première fois qu'il n'avait pas tenu son vœu de chasteté, que pour lui, il fallait absolument que les prêtres se marient, que c'était intenable, etc. Bon, je crois qu'il n'a pas tout à fait tort. Mais du coup, le livre a été un énorme succès parce qu'effectivement, il a dit des choses très intimes qu'il n'avait jamais dites. Et finalement, quand vous avez commencé, Frédéric Lenoir, est-ce que vous imaginiez que vous seriez aujourd'hui l'intellectuel français qui a vendu le plus de livres au cours des dernières années? Pas du tout. Parce que quand j'ai commencé, j'ai vendu peu de livres. Et quand j'ai même décidé d'arrêter, j'ai travaillé dans l'édition, je vous l'ai dit tout, j'ai décidé de me lancer complètement dans l'écriture, j'ai très peu gagné ma vie pendant 10 ans. Et le succès est venu progressivement. Voilà, et il continue, on en parle avec une autre date, le 3 novembre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir. Donc 3 novembre 2021, sortie de Jung, un voyage vers soi chez Albin Michel. Jung que vous avez découvert presque adolescent et que vous traitez dans un livre qui est une première, Frédéric Lenoir. Alors une première, je ne sais pas dans quel sens vous l'entendez, pour moi, oui, j'avais jamais parlé de Jung, effectivement, je le citais tout le temps, c'est-à-dire que dans tous mes livres sur le bonheur, la joie et tout, très souvent je cite Jung à cause du processus d'individuation, parce que je pense que pour être heureux, il faut se réaliser en tant qu'individu singulier, et Jung nous dit, nous sommes très marqués par notre culture, par notre civilisation, par notre inconscient personnel, etc., et très peu d'individus se réalisent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au fond, ils vivent une vie un peu d'automate à travers tout ce qu'ils ont reçu de l'extérieur. Et donc, il nous dit chacun doit faire un travail d'introspection, de connaissance de lui-même, de dialogue entre son conscient et son inconscient, pour arriver à découvrir qui il est comme individu unique. Et c'est ça qui m'a passionné et que je cite souvent parce que je crois qu'il a tout à fait raison. Une des clés du bonheur, c'est de se connaître soi-même. Voilà. Mais pourquoi avoir attendu tant d'années pour parler de Jung? J'en parle depuis toujours dans mes livres, mais je ne pensais pas faire un livre que sur lui. Et puis, c'est quand j'ai vu que Spinoza avait eu un tel succès, je me suis dit, mais après tout, Jung est encore plus méconnu que Spinoza, alors que je pense sa pensée est très, très importante. Et bien, si je peux aider à le faire connaître à un grand public français, j'en serais très heureux. Alors, justement, pour vous, Frédéric Lenoir, et vous le démontrez dans ce livre, Jung est quelqu'un qui n'a jamais été autant d'actualité. En fait, presque tout, même s'il est méconnu, presque tous ses concepts sont connus. C'est-à-dire qu'au fond, notre culture actuelle est très marquée par les concepts jungiens. Il suffit de citer les notions d'inconscient collectif, de synchronicité, de profil psychologique, l'anima, l'animus, l'ombre, etc. C'est-à-dire qu'on utilise un tas de mots qui ont été inventés par Jung sans savoir que c'est Jung qui les a inventés. Et je crois qu'effectivement, pour prendre un seul exemple, Jung nous dit dans les années 30 que l'être humain s'est beaucoup trop coupé du mythe, s'est beaucoup trop coupé de son imagination, qu'il a besoin d'imaginer. L'imaginaire est très important. La mythologie, les contes sont très importants. Et la pensée critique a tué un peu tout ça. Et il nous dit qu'il faudrait réenchanter l'imaginaire à travers des sagas mythologiques. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 60? Le Seigneur des Anneaux, la Guerre des Étoiles, Harry Potter... Tous les grands succès planétaires sont des sagas mythologiques. Et Jung en est le père d'une certaine manière. Et il y a aussi toutes ces découvertes qu'il a fait sur la compréhension de l'être humain, car ça c'est aussi essentiel. Il est le premier à avoir fouillé l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. Il a exploré la psyché humaine dans toute sa complexité. Et donc Freud, dont il a été très proche pendant 7 ans, s'intéressait surtout à l'inconscient personnel. Tous les refoulements du désir, etc. Et Jung a découvert que d'abord l'inconscient personnel n'était pas qu'un lieu de refoulement. Il nous disait des choses très positives, notamment à travers des rêves prémonitoires. Il nous donne des informations qui nous aident à grandir. Et puis il a découvert l'inconscient collectif, c'est-à-dire que nous portions des symboles dans notre inconscient, notamment des archétypes universels. Et donc il nous dit, au fond, c'est ce travail de l'inconscient personnel, de l'inconscient collectif et du conscient qui nous permet de nous découvrir et de nous comprendre et de grandir en humanité. Alors, il faut savoir que Carl Jung est né en Allemagne. Au départ, c'est un enfant anxieux et timide, et que son but au départ, c'est la médecine. Alors, effectivement, c'est quelqu'un de très factuel. C'est-à-dire qu'il est empiriste. Il aime les faits. Et donc, pour lui, il a hésité entre archéologue, les sciences naturelles, etc. Puis finalement, comme la psyché humaine l'intéressait, il est devenu médecin psychiatre. Il dit, j'ai fait de l'archéologie de la psyché humaine. Et puis, il y a un événement tragique, c'est la mort de son père, qui va vraiment être un détonateur chez lui. Je ne sais plus très bien en quoi ça a joué un rôle particulièrement important. En tout cas... Il a dit qu'il ne fallait pas passer à côté de la vie. Voilà, peut-être. Alors, de se rendre compte que son père était passé à côté de la vie. C'est-à-dire que son père était pasteur, protestant,
et il s'est rendu compte que son père doutait. C'est-à-dire qu'à la fois, il prêchait tous les jours à ses paroissiens, mais il doutait. Il avait des doutes de sa foi, et son père était assez malheureux. Et il a dit, j'ai pas envie de faire comme mon père. C'est-à-dire, au fond, de passer à côté de ma vie, de professer quelque chose auquel je ne crois pas. Et c'est pour ça qu'il a toujours cherché à fonder son discours, ses théories, ses concepts sur une pratique personnelle, sur une expérience personnelle. Et puis il a fait des recherches sur les maladies mentales à une époque où on n'en faisait pas vraiment. Alors, il était parmi les pionniers, hein, avec Charcot, avec Freud, avec Baudelaire. Donc, ils étaient quelques-uns, une poignée d'hommes à faire des recherches sur les maladies mentales. Il a fait des recherches sur la démence précoce, qu'on a appelé ensuite la schizophrénie, qui fait que Freud l'a remarqué. Lui-même a été passionné par le livre sur les rêves de Freud. Donc, ils se sont rencontrés en 1907 et il y a eu effectivement une rencontre très forte où ils ont échangé beaucoup. Ça a été une passion. Freud a décidé que Jung serait son fils spirituel, son héritier. Et puis après, évidemment, ils se sont séparés de plus en plus sur beaucoup de concepts. Et il y a eu une rupture très forte en 1913 et ils ne se sont plus parlé jusqu'à la mort de Freud. Oui, alors il faut savoir que Freud, qui est quand même quelqu'un d'assez complexe, moi je me souviens de la première pièce d'Éric Emmanuel Schmitt, Le Visiteur, quand on allait voir cette pièce dans la salle au Théâtre de Paris, mais le public c'était celui de Théâtre ce soir. Et on faisait découvrir Le Visiteur de façon simple et Freud de façon simple à un public qui n'attendait que ça, ce que vous faites aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'ai pas vu Le Visiteur, paraît que c'est une très très bonne pièce. Alors, il faudrait que je fasse une pièce de théâtre sur Jung. Je pense que ce serait important. Alors, il faut savoir que Freud et Jung se séparent parce que Jung s'intéresse aux phénomènes paranormaux, Frédéric Lenoir. Alors, il y a 3 raisons pour lesquelles ils se séparent. La première, c'est qu'effectivement, je parlais de l'inconscient collectif, c'est-à-dire que Jung est convaincu que l'inconscient personnel n'explique pas tout et qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'inconscient collectif, ce à quoi Freud n'adhère pas. La deuxième séparation, c'est que Freud est persuadé que l'inconscient personnel est essentiellement lié à la sexualité. C'est-à-dire que tous les refoulements sexuels sont dans l'inconscient et que la sexualité est le moteur de l'existence, c'est la libido. Et Jung n'est pas du tout d'accord. Il dit la sexualité est importante, mais la libido, ce n'est pas que la sexualité, c'est l'élan vital. Et dans cet élan vital, il y a un besoin de connaissance, il y a un besoin de croissance spirituelle, il y a un tas d'autres choses que la sexualité. Et puis le troisième point, c'est que Jung est quelqu'un qui s'intéresse à tous les phénomènes paranormaux. Il cherche une explication à la télépathie, la transmission de pensée, la voyance, la précognition, les synchronicités. Et donc, il dit, il faut trouver des réponses scientifiques à ça. Et Freud lui dit, vous perdez votre temps, ce sont des illusions, ça n'existe pas. Et c'est là-dessus qu'ils ont effectivement divergé. Et moi, je donne tout à fait raison à Jung. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes qu'on n'explique pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc, Jung a consacré 50 ans de sa vie à essayer de comprendre tous ces phénomènes inexpliqués. Je crois qu'il a fait une thèse de doctorat sur le spiritisme. Oui. Et il a rencontré beaucoup de gens avec qui il a fait tourner des tables. Déjà, sa famille s'intéressait à ça, parce qu'il avait un grand-père maternel qui a communiqué pendant 30 ans avec l'âme de son épouse défunte. Donc, vous voyez, c'était quand même particulier. Ouais. Sa mère communiquait avec les morts. Une de ses nièces était une médium. Donc, il a assisté, enfant, adolescent, jeune adulte, à des séances de spiritisme. Ça ne veut pas dire qu'il croyait au spiritisme. Il disait, il se passe quelque chose. Quand il voit une jeune fille de 15 ans raconter des choses qui se sont passées au Moyen-Âge ou à l'Antiquité ou à la Renaissance, dont elle pouvait absolument pas avoir connaissance, il dit, il y a quelque chose de troublant. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément les morts qui parlent. Et sa thèse de doctorat, c'est dire qu'au fond, c'est l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient connaît un tas de choses que nous ne pouvons pas connaître parce qu'il nous dit l'inconscient n'est pas limité par l'espace et le temps. Et donc, par notre inconscient, on peut avoir accès au passé et au futur. Il a fait aussi des rêves avec un certain Philémon. Oui, alors après, c'était des rêves éveillés. C'est-à-dire que Jung nous dit qu'il faut dialoguer avec notre inconscient. Et pour ça, il y a 2 manières. Il y a le rêve, c'est-à-dire quand la nuit, on rêve. Il faut noter ses rêves et voir ce que les rêves nous disent. Et puis, pour aller plus vite, on peut aussi faire des rêves éveillés. C'est-à-dire, dans la journée, on se met en état on va dire, de relaxation profonde et on laisse venir ce qui vient. Il peut y avoir des visions, comme un rêve finalement, des visions, des mots. Et c'est comme ça qu'il a rencontré des personnages qui lui sont apparus en rêve, qu'il a noté ce qu'ils disaient, etc. Et ça, c'était pour lui des représentations, des figures de son inconscient. Et puis, il a fait aussi une expérience, Jung, Frédéric Lenoir, de mort imminente. Alors ça, c'était un événement très marquant. En 1944, il a effectivement fait un arrêt cardiaque pendant plusieurs minutes. Donc on l'a cru mort. Et pendant ce temps-là, il a revu toute sa vie. Et il s'est vu projeté dans l'espace. Il voyait la Terre comme s'il était sur la Lune. Et il disait c'était extraordinaire, c'est une beauté incroyable. Et puis il s'est vu rentrer dans un temple hindou, accueilli par un homme en blanc. Enfin, il disait j'étais dans un monde paradisiaque. Et puis il est revenu
dans son corps et il était très en colère contre son médecin d'avoir réanimé. Puis il dit, j'étais tellement heureux dans l'au-delà qu'il n'avait pas du tout envie de revenir. Et après, il a fait beaucoup encore de visions liées à l'au-delà, etc. Donc c'est quelqu'un qui était... les frontières, il dit d'ailleurs, entre le visible et l'invisible, chez lui, ne sont pas étanches du tout. Il n'est pas le seul, il y a quelqu'un de très connu qui a composé une chanson qui lui aussi a fait ce genre d'expérience. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Le bonheur, c'est Paul Misraki, compositeur, qui a fait à 29 ans une expérience comme ça de sortir de son corps. Et ensuite, il a rencontré Raymond Moody et c'est lui qui, en France, a amené Raymond Moody et a traduit tout ce que Raymond Moody lui racontait sur l'expérience de l'après-vie. Moody, effectivement, en 1975, je crois qu'il publie La vie après la vie. Voilà. C'est traduit par Paul Misraki. Mondial, voilà, mais je ne savais pas. Alors, il y a aussi une autre chose qui est pour Jung, c'est qu'il a eu la chance de rencontrer une fille Rockefeller. Alors effectivement, ça a été utile pour financer son centre jungien. C'est-à-dire qu'en fait, il a soigné beaucoup de patients du monde entier, parce qu'il était très connu après la Première Guerre mondiale. Et effectivement, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu une fille Rockefeller qui a fait une thérapie avec Jung, assez longue d'ailleurs, parce qu'elle a quitté les États-Unis, elle est venue à Zurich pendant 2 ans avec sa famille. Son mari, son fils ont fait aussi une thérapie. Et elle était tellement enthousiaste qu'elle a demandé à son grand-père, le fondateur de l'Empire Rockefeller, de financer la création du centre d'études jungiennes de Zurich. Donc ils ont acheté un immeuble avec une salle de conférence, etc. Et elle a fait traduire tous ses livres en anglais. Donc ça a été une rencontre, on va dire, utile. Il y a quelque chose d'étonnant qu'on apprend dans ce livre, Frédéric Lenoir, et qui pourrait être le sujet d'un film, c'est qu'on lui a demandé un jour de réaliser un examen psychiatrique sur Hitler. Alors c'était pendant la guerre. Et comme il avait écrit en 1936 un livre qui s'appelle Wotan, où il disait que le Führer Hitler était possédé par les espèces de dieux archaïques germaniques qui possédaient tout son peuple et le conduisaient sur une pente dangereuse. Du coup, il était remarqué par les Alliés. Et pendant la guerre, un des responsables des services secrets américains, les fameux OSS, est venu le voir à Zurich en disant « Nous aurions besoin que vous fassiez un portrait psychologique d'Hitler et des principaux leaders nazis. » Et d'ailleurs, il avait conclu en disant « Hitler se suicidera ». Il n'a pas eu tort. Et il a collaboré comme ça avec les Alliés pendant toute la guerre. Et à la fin, d'ailleurs, Eisenhower lui a demandé de l'aider à construire un discours de propagande pour les Allemands, pour les aider à se reconstruire après la défaite. Donc voilà, il a eu ce petit rôle pendant la guerre. Et quand vous parlez du cerveau de Jung, vous dites qu'il fonctionne comme un site web. En arborescence. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas linéaire. Jung, contrairement à Freud est très logique, rationnel, il développe une idée, premier point, deuxième point, troisième point. Jung, pas du tout. Jung, il part dans tous les sens. Donc, il a une pensée plutôt linéaire. C'est-à-dire qu'il va parler de quelque chose, puis il va laisser tomber, il va parler d'autre chose, puis il va revenir, il va enrichir la première idée par la deuxième et troisième. Ce qui fait qu'on lit ses livres, on est complètement déstabilisé. Et pour un occidental habitué à la raison critique logique, c'est très déstabilisant, ce qui fait que beaucoup de gens ont du mal à le lire. Et en fait, tout s'enrichit progressivement et vous partez dans une direction qui en amène une autre, etc. Ce qui fait que c'est une pensée, effectivement, à laquelle on n'est pas habitué, mais qui est très subtile, qui est très fine, qui ne s'enferme jamais de manière binaire, par exemple. Donc le but de ce livre aussi, c'est de faire connaître cette pensée de manière accessible. Voilà, parce que sinon, les gens le liront très difficilement. Mais finalement, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à notre époque. Ah bah, je suis convaincu. Mais déjà, c'est un peu le père de ce qu'on pourrait appeler le développement personnel ou la psychologie positive. Il est le premier psychologue à dire la psychologie n'est pas là uniquement pour soigner nos blessures de l'enfance. Elle est là aussi pour nous faire nous connaître nous-mêmes et grandir en humanité. Et donc, c'est ce qu'a fondé aux États-Unis dans les années 60 toute la psychologie positive. Donc, il a exercé une influence colossale sur la culture contemporaine. Et puis, toutes ces théories sur les synchronicités, l'animal, l'animus, etc., tout le monde les utilise aujourd'hui sans savoir que c'est Jung. Et ben voilà, maintenant, on va le savoir grâce à ce livre, Jung, un voyage vers soi, chez Albin Michel. Merci de l'avoir écrit pour nous le faire connaître. Merci, Jacques Fessy. Merci, Frédéric Lenoir. Les clés d'une vie, c'est terminé. Pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.